Bonjour, je m'appelle Jonathan Rivel, je suis professeur de physique ici au Cégep Marie-Victorin et je suis avec Sylvain Beauchamp qui est animateur et vulgarisateur scientifique qui a travaillé beaucoup dans les écoles ces dernières années, au primaire et surtout en maternelle. Donc bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Dis-moi Sylvain, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des activités scientifiques avec les enfants? Je pourrais répondre d'abord parce qu'ils ont soif de ça, là. Il y a un intérêt marqué pour la science chez les enfants. C'est sûr qu'il y a des gens, disons, qui vont avoir un discours du type la société a besoin de gens formés scientifiquement. Là. C'est sûr qu'il y a cette vision sociologique-là qu'on a besoin de scientifiques. Mais moi, je dirais que de toute façon, n'importe quel citoyen a besoin de science. C'est utile à tout le monde. Et puis, il y a un paquet de métiers, pas juste des métiers de sciences de pointe, mais un paquet de métiers qui a des composantes de sciences et de mathématiques et de technologie. Puis de toute façon, même dans la vie de tous les jours, il y a tellement on est tellement entouré de sciences et de technologies qu'on parle de sujets comme les vaccins, ainsi de suite. Si on n'a pas un minimum de connaissances scientifiques, je pense qu'on est un peu largué dans le monde moderne. Les sciences, c'est très vaste. Donc, on parle de sciences pures, sciences appliquées, on parle de technologie aussi. Pour les jeunes enfants, par exemple, la maternelle ou ces âges-là, est-ce que tout marche? Est-ce que tout est approprié ou est-ce qu'il faut se limiter à certains types d'activités? D'une part, je peux faire référence à ce qu'on appelle, pour le programme au primaire, il y a ce qu'on appelle la progression des apprentissages, qui définit c'est quoi les sujets de sciences qui vont être abordés dans tout le cheminement scolaire. Puis on va remarquer dans la progression des apprentissages qu'on a 3 grandes thématiques. On a l'univers du vivant, donc évidemment, ça marche toujours avec les enfants, tout ce qui est vivant, animaux, insectes, ainsi de suite. On a terre et espace, qui est aussi un sujet vendeur. Puis on a finalement ce qu'on appelle l'univers matériel, où dans le fond, on fait référence à la physique, la chimie. Ce qui manque dans ce portrait-là, au point de vue de la science qui existe, c'est tout ce qui a rapport à l'être humain, la sociologie, la psychologie, ainsi de suite. On s'entend que les enfants, dans leur développement, ne sont pas prêts à aborder ce genre de perspective-là sur eux-mêmes. Donc, on met ça de côté. Donc, pour tout ce qui reste au niveau des sciences naturelles, non, je te dirais, il n'y a pas de mauvais sujet, mais c'est sûr que la chose la plus importante, c'est qu'il y ait toujours un lien qui soit possible, qui doit être fait avec l'expérience des enfants. C'est sûr que le sujet doit être abordé, soit que c'est un sujet qu'en partant, ils connaissent, ou encore qu'il y a une façon d'aborder le sujet qui fait un pont entre leur propre expérience et ce dont on veut parler. Ça, c'est essentiel. Très bien. On parle de démarches scientifiques, parfois de démarches ou de méthodes de découverte active. Est-ce que pour les enfants, c'est un but en soi ou est-ce que c'est juste un outil? Comment est-ce qu'on utilise ça avec les tout-petits? Encore dans une perspective à long terme, c'est sûr qu'effectivement, ils vont avoir à travailler avec la démarche de découverte active, la démarche scientifique. Fait que dès le préscolaire, on peut déjà en parler. Ce qui est intéressant de faire comme... en fait, un des objectifs qu'on a en sciences au préscolaire, c'est de les amener à justifier une hypothèse. Puis déjà là, ça semble... C'est un défi qui est quand même assez difficile, mais qui est très pertinent, parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la démarche scientifique, puis l'idée d'émettre une hypothèse, là, c'est quelque chose que tout le monde fait dans la vie de tous les jours. Quand on fait face à un problème de n'importe quelle nature que ce soit, par exemple, je rentre dans la pièce, je vais allumer la lumière ne s'allume pas. Fait que là, j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas, évidemment, déplacer cet objet-là puis essayer de voir si maintenant ça marche, parce que j'ai déjà une idée de qu'est-ce qui pourrait être la cause, puis je sais que ça, c'est pas une hypothèse qui est valable. Donc, tout de suite, je vais me servir des connaissances que j'ai déjà sur l'électricité. C'est-tu la fusible? Est-ce que le néon a besoin d'être changé? Ainsi de suite. Donc, cette démarche-là, on la fait dans la vie de tous les jours. Donc, je trouve ça intéressant de travailler là-dessus, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est pertinent. Et donc, tu introduis le mot hypothèse aux enfants et tu leur expliques comme ça avec un exemple. Absolument. C'est sûr qu'on ne va pas insister nécessairement sur le mot hypothèse, mais on va toujours poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? On va reformuler en d'autres mots. Et puis, mais surtout, pourquoi
tu penses que ça va se passer ça. Puis là, c'est sûr que pour le préscolaire, c'est très difficile ça, de justifier une hypothèse, mais comme on va le voir tantôt avec l'expérience de Flotte Cool, il y a un moyen d'essayer de les accompagner, de les aider à faire des liens avec ce qu'ils savent déjà pour comment ça peut informer qu'est-ce qu'on va faire dans l'activité. Tu nous parlais à l'instant de Flotte Cool. Oui. Et tu vas nous donner cet exemple-là. Avant de faire l'activité, peut-être tu pourrais expliquer à la caméra, aux étudiants qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut s'y prendre d'abord pour structurer une activité dans une classe de maternelle, disons une activité d'1 heure ou je ne sais pas quelle durée tu penses idéale, et ensuite, donc, donner l'exemple. Moi, je vais... Oui. Ben en fait, c'est difficile de donner une réponse magique au niveau de la structure parce que je pense que dépendamment du sujet, c'est vraiment le sujet qui va imposer la structure. C'est certain qu'il y a des choses qui reviennent toujours. D'abord, on veut faire une amorce. Hein? On veut commencer la structure, l'activité scientifique en discutant avec les enfants pour faire, comme je disais tantôt, le pont avec leur expérience. Ensuite, concrètement, là, souvent, ce qu'on va faire, on va s'asseoir tous ensemble, puis ça va commencer avec une conversation de groupe. Ensuite, un élément qui est quand même très important à retenir là, au niveau de l'organisation d'une activité, c'est que les enfants ont besoin de toucher, de bouger, d'être impliqués activement dans l'activité. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas faire un cours magistral pendant une demi-heure, là, ça ne fonctionne juste pas. Évidemment, ça a un penchant négatif, là, c'est-à-dire que là, ça devient la gestion de classe qui est un défi. Parce que plus les enfants ont des choses à faire, plus il se passe des choses dans la classe. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre gérer le chaos de la classe, puis que les enfants aient la chance de faire des choses, mais que ça reste structuré, que ça ne parte pas dans toutes les directions. Souvent, on va essayer de travailler en équipe, comme par exemple ici dans l'activité Flotte Cool, dans notre bac Flotte Cool, on a des boîtes, on a je pense qu'on a assez de boîtes pour faire des équipes de 2 enfants. Au préscolaire, le travail d'équipe ne marche pas toujours bien. Il va y avoir des difficultés à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que quand on tombe à équipe de 3, équipe de 4, plus on augmente le nombre d'équipes, plus ça devient problématique. Là. Ça, c'est certain. Mais sinon, pour le reste, à part ces 2 grandes lignes-là, pour le reste, là, c'est vraiment le sujet qui va imposer la structure. Donc, si on parle de Flotte Cool, on va se lancer dans Flotte Cool. Dans le fond, cette activité-là, ce qui est un grand classique là, au préscolaire, c'est une belle activité. Nous, on l'a fait en 2 séances de 45 minutes, 1 heure. La première séance, au niveau de l'amorce, c'est très simple parce qu'on peut parler de l'heure du bain, qui est une expérience que tous les enfants connaissent et apprécient. Alors, ils n'auront aucune difficulté à parler de l'heure du bain. Et là, ce qu'on va leur demander, c'est avec quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous utilisez dans le bain pour vous amuser? Évidemment, les mains vont se lever, oui, qu'est-ce que c'est? Et là, pour chaque objet qui est nommé, on va on va poser la question suivante. Tel jouet, là, si tu le laisses tomber dans l'eau, là, est-ce qu'il va couler au fond du bain ou il va flotter sur le dessus du bain? Donc, là, on introduit la thématique. Est-ce que les enfants ont rapidement la réponse ou est-ce que des fois ils ne sont pas sûrs par rapport à leur jouet? Par rapport à leur jouet, ils ont généralement rapidement la réponse. Par contre, si on leur demande, et c'est là que ça devient difficile, on peut tout de suite commencer à leur demander pourquoi tu penses que ça flotte ou pourquoi tu penses que ça coule. Là, c'est là que ça peut être difficile, mais c'est quand même intéressant de le demander déjà. Là, dans notre activité, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que là, on vient d'introduire 2 termes, flotte et coule. Et là, ça a l'air de rien, mais ça, c'est au préscolaire encore plus, mais même au primaire, c'est un souci qu'on doit toujours avoir de s'assurer qu'on est bien compris quand on utilise des mots de vocabulaire.
Et puis même si ce n'est pas des mots qui sont scientifiques, mais des mots qui sont dans le langage courant, ça ne veut pas dire que les enfants sont tous familiers avec ce mot-là, ils comprennent exactement ce qu'on veut dire. Donc, quand c'est des mots-clés là, dans notre thématique, c'est doublement important de s'assurer que tout le monde est sur la même page. Alors, dans notre cas, ce qu'on fait au début de cette conversation sur Flotte Cool, bien, on va dessiner une petite baignoire avec de l'eau à l'intérieur. Je vais dessiner en fait 2 baignoires avec de l'eau à l'intérieur. Puis je vais dire, bien, quand un objet flotte, bien, l'objet il reste sur le dessus de l'eau. Puis quand l'objet il coule, l'objet il s'en va au fond de la baignoire. Ici, ça a 2 fonctions, ce petit dessin-là. Un, de s'assurer que tout le monde est sur la même page au niveau du vocabulaire. Puis 2, c'est que dans l'activité Flotte Cool telle qu'on l'a fait, bien, ils ont une feuille, une fiche d'activité. D'ailleurs, je pense qu'on ne l'a pas malheureusement, mais on pourra peut-être la montrer à l'écran. Oui. Ils ont une fiche d'activité où ils doivent, pour chaque objet qui va être testé, énoncer une hypothèse et ensuite, une fois l'expérience réalisée, écrire quel était le résultat de l'expérience et de la façon, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas lire non plus. Alors, la façon qu'ils vont énoncer leur hypothèse et écrire leur réponse, c'est en dessinant un point soit sur le dessus de l'eau s'ils pensent que l'objet va flotter ou au fond du bac s'ils pensent que l'objet va couler. D'ailleurs, c'est clair qu'au niveau des fiches d'activité, quand on fait des activités de sciences, bien, si on fait des fiches d'activité, bien, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'instructions écrites, il ne faut pas qu'il y ait des besoins d'écriture ou de lecture. Il faut que ce soit des choses qui sont très explicites graphiquement, dans la mesure du possible. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on est prêt à se lancer dans l'activité, d'abord, petit conseil, ne jamais leur donner accès au matériel avant de leur avoir expliqué qu'est-ce qu'on va faire avec, parce que dès qu'on sort le matériel, ça se met à jouer. D'ailleurs, c'est un conseil qui est bon pour les étudiants du cégep aussi. D'accord. D'ailleurs, ce qu'on va faire souvent, c'est que, parce que ça reste des enfants, ben, on peut allouer un temps de dire, ben, écoutez, je vous donne 5 minutes pour toucher les objets, pour les tâter, pour les explorer, pour vous amuser. Comme ça, au moins, ils peuvent se défouler un petit peu. Puis après qu'on les a explorés, là, on peut les remettre au milieu du plateau. Puis la consigne, c'est de ne pas toucher, puis d'écouter. En fait, dans le cas de Flotte Cool, ça va être doublement important qu'à un moment donné, les enfants aient l'opportunité de toucher les objets parce qu'ils doivent les peser, les sentir. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est lourd? Ainsi de suite. S'ils veulent être en mesure d'émettre une hypothèse, bien, ils doivent avoir des connaissances sur cet objet-là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. L'idée de l'activité, c'est très simple. C'est que pour chaque objet, on regarde l'objet, on y va un à la fois, toutes les équipes en même temps, et puis on commence par émettre une hypothèse. Là, ce qui est intéressant, c'est de les faire cheminer au niveau de l'hypothèse. En ce sens qu'au début, bon, ça peut être difficile, mais plus l'expérience avance, puis plus on peut faire des liens avec les résultats de nos premiers tests. Par exemple, si on fait le test avec le bâton de popsicle, bien, c'est sûr qu'on peut leur demander, bien, il est fait en quoi le bâton de popsicle? Il y a peut-être des enfants qui vont dire c'est en bois. Bien, d'après vous, du bois, est-ce que ça flotte ou ça coule? Alors, on vient de les amener un petit peu vers une piste de réflexion. Une fois qu'on a vécu l'expérience que le bois, il coule, puis là, on est rendu au morceau. Merci. Le bois flotte. Quand on est rendu au morceau de liège, mais là, on peut faire un parallèle. Est-ce que ce morceau de liège-là, ça vous fait penser à une autre matière? Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est du plastique? Ah, non, c'est du bois. À ce moment-là, on dit, est-ce qu'on a déjà testé un objet en bois? Ben oui, on a testé le bâton de popsicle et puis il flottait. Donc, voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut cheminer. Il y a des liens à faire, par exemple, avec ici, on a 2 objets en métal. On a un trombone, puis on a une pièce de métal. Les 2 n'ont pas du tout la même forme, ils n'ont pas le même poids non plus, mais ils sont faits avec la même matière.
Donc, on peut les amener à faire des parallèles. Et si j'ai 2 boules de styromousse, même chose. Ils ont la même forme. Par contre, ils n'ont pas la même taille. Mais ils sont fabriqués avec exactement la même matière. Alors là, on peut se questionner. Est-ce que vous pensez que la grosseur, c'est important ou c'est juste la matière qui est importante? Ah, c'est une autre piste de réflexion. Fait que c'est comme ça qu'on essaye de les amener à réfléchir. Ça, c'est tout un art, hein, l'art de poser des questions où on ne veut pas suggérer la réponse, hein, on ne veut pas les prendre par la main, mais on veut comme un peu pointer dans la bonne direction d'où est-ce qu'on veut s'en aller. Fait qu'il ne faut pas être trop vague, il ne faut pas être trop précis dans nos questions. Ça, c'est vraiment tout l'art de poser des questions. Au niveau de la façon que l'activité se déroule, moi, je parlais d'équipe de 2, puis de la façon que je présentais ça, c'est que vraiment, on y va étape par étape, tout le monde ensemble. On prend un objet, OK, montrez-moi, on a tous le même objet, OK, on réfléchit, on discute, on fait notre hypothèse, on fait ça tout le monde en même temps. C'est aussi possible de le faire carrément en démonstration. Il peut y avoir seulement un bac et tous les enfants sont assis autour du bac et c'est seulement l'éducateur qui fait la démonstration. À ce moment-là, il s'agit juste de s'assurer que, 1, tout le monde a la chance de toucher à l'objet. Puis 2, ben, on peut quand même, au lieu que ce soit l'éducateur qui vient mettre l'objet dans l'eau, ben, on demande à un ami de mettre l'objet dans l'eau à tour de rôle. Tout le monde participe. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que, ben ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, là, mais c'est que quand on fait une activité puis on demande à un volontaire de venir devant pour faire l'activité, ça devient tout de suite, ça attire l'attention des spectateurs. On serait porté à croire qu'il y aurait de la jalousie, mais si on établit dès le départ que tout le monde va avoir la chance de le faire, mais là, ce qui va se passer, c'est que les enfants qui regardent, ils s'identifient à celui qui est devant et qui fait la chose. Alors, l'attention est beaucoup plus élevée si c'est un enfant qui le fait que si c'est un adulte. Dans le fond, ça fait un peu penser au spectacle de magie, là, quand on demande un volontaire, bien, tout de suite, nous, comme spectateurs, on s'imagine à la place du volontaire, alors on se sent beaucoup plus impliqué là, dans le tour de magie. C'est la même chose quand on préfère faire des choses en démonstration plutôt que de gérer le chaos de la classe, du groupe. Ben, il y a moyen de le faire tout en faisant participer les enfants à tour de rôle. Puis à ce moment-là, l'étape de l'hypothèse, de la discussion qui est autour de ça, c'est identique. Là, absolument. On passe avec les mêmes étapes. Nous, on fait référence à une feuille, une fiche d'activité, mais c'est sûr que ça peut se faire à l'oral également. Ça peut se faire en groupe, en plénière, à l'oral, à main levée. Tu demandes, par exemple, lever la main ceux qui pensent que ça va flotter, lever la main ceux qui pensent que ça va couler. Et là, tu vas interroger quelques-uns. Pourquoi toi, tu penses que ça va flotter? Pourquoi toi, tu penses que ça va couler? Une fois qu'on a réfléchi en groupe comme ça, ben, on fait l'expérience. Donc, il y a moyen de simplifier ça, une activité, qu'elle soit moins formelle, hein? Qu'elle soit plus là, une activité de groupe. Sinon, une autre variante qui peut être possible dépendamment de la taille des groupes, surtout pour les activités qui sont plus, qui demandent plus d'attention puis de supervision, c'est tout simplement que ce ne soit pas tout le groupe qui fait la science en même temps, mais qu'il y en a qui sont en jeu libre, par exemple, puis on y va 4-5 enfants à la fois avec vraiment une supervision serrée, à tour de rôle, 10 minutes avec 4-5 enfants, 10 minutes. Bref, il y a d'autres avenues possibles pour gérer, pour superviser une activité. Mm-hmm. C'est toujours un enjeu clé, la gestion et la supervision. Ça dépend des groupes, évidemment. Mm-hmm. Ça dépend des enfants. Des fois, on peut faire des activités où on a des stations. Hein? Il y a différentes stations où on réalise des activités à chaque station. Fait autour de la classe, il va y avoir 3-4 stations. Puis là, on passe 5 minutes, mettons, à chaque station. Quand on sonne la cloche, c'est le temps de passer à la station suivante. Ça, c'est un autre type d'organisation. Mais là, ça demande quand même de l'autonomie. Parce qu'à ce moment-là, l'éducateur, il ne peut pas être aux 4 stations en même temps. Donc, c'est sûr qu'il faut que les enfants qui sont laissés seuls à une station soient autonomes. Ça, il faut évidemment s'adapter à la clientèle qu'on a.
Pour revenir à l'activité flotte-coule, la première séance, c'est ça, c'est de tester les différents objets. À un moment donné, quand on travaille avec la fiche d'activité, quand ils ont fait 4-5 objets, ils ont compris hypothèse, résultat. Là, on peut leur dire, ben, allez-y, vous savez comment ça marche, vous pouvez terminer seul l'activité, puis ça devrait se faire sans trop de soucis. La deuxième séance, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si on veut parler de la deuxième séance. Oui. OK. C'est que là, on fait un retour d'abord sur la première séance. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? De quoi ça sert d'amorce. Exactement, ça sert d'amorce, tout à fait. Voir aussi qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été assimilé là, au cours de la première activité. Et là, on arrive avec une nouvelle matière qu'on n'a pas testée jusqu'à maintenant, qui est la plasticine, la pâte à modeler. Alors, on ressort le bac et on dit, ben tiens, on va faire une nouvelle expérience, la boule de pâte à modeler. Hypothèse, est-ce que vous pensez que la pâte à modeler va flotter ou va couler? On prend à main levée plusieurs réponses, on demande pourquoi, qu'est-ce que tu en penses, on peut leur faire sentir, passer la boule de pâte à modeler pour qu'ils puissent la sentir, la peser, et finalement, on fait le test. Et là, je ne sais pas si les gens dans la classe ont une hypothèse sur la pâte à modeler, parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui vont savoir, qui vont être certains du résultat, mais je vous confirme que la pâte à modeler, elle coule au fond de l'eau. La deuxième activité avec la pâte à modeler, là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va dire aux enfants, mais savez-vous quoi? Il y a une façon de faire flotter la pâte à modeler. Là, on peut commencer par leur demander. Avez-vous des idées? C'est quoi, vous pensez, le truc pour faire flotter la pâte à modeler? Et là, ça va être très intéressant parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui vont sortir. Et là, ce qui est le fun, évidemment, c'est de les tester. Il y a un enfant qui peut dire, mais par exemple, le bois, il flotte. On va mettre la pâte à modeler sur le bois pour faire comme un bateau. Ben, génial, on va essayer ça. Mais là, évidemment, notre bateau n'est pas assez... il n'est pas assez fort. La boule de pâte à modeler est trop grosse. Là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben regarde, on va essayer avec juste une toute petite boule de pâte à modeler. Et là, dans ce cas-ci, oui, je suis capable de faire flotter une petite boule de pâte à modeler, mais pas la grosse. Mais là, moi, le défi que je vous lance, c'est pas de faire flotter cette boule-là, c'est de faire flotter cette pâte à modeler-là. Fait que c'est pas la même chose. Il y a des enfants qui vont évidemment commencer à parler parce qu'ils savent la pâte à modeler, ils savent ce que c'est. Ben si on faisait une galette avec, ou si on faisait un serpent, ou peu importe. On va faire le test, la galette, elle ne va pas flotter, le serpent ne va pas flotter, mais par contre, on vient de toucher un point important, on a changé la forme de la pâte à modeler. Fait que là, on dit, ça, c'est une avenue intéressante, on peut changer la forme de la pâte à modeler. Ce qui nous amène à une nouvelle question. Quelle forme pourrait-on donner à la pâte à modeler qui ferait qu'elle flotterait? C'est une question qui est difficile. Alors, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je dirige leur réflexion en disant, est-ce que vous connaissez, quels sont les objets, si vous allez sur le bord de l'eau d'un lac, d'une rivière ou de la mer, par exemple, quels sont les objets que vous avez déjà vus flotter? Et là, on va en arriver au bateau. On a tous vu qu'il y a des bateaux qui flottent. Donc ça, c'est un bon indice. Ça pourrait être la forme qu'on devrait donner à un bateau. Avant de se lancer dans la pâte à modeler, c'est sûr que là, on peut tout de suite se lancer dans la pâte à modeler, faire un prototype, essayer de voir si ça flotte, ça ne marche pas, on recommence, on peut fonctionner comme ça, on peut le faire en démo, les enfants peuvent travailler avec la pâte à modeler, c'est une possibilité. Ce qu'on peut faire aussi, nous, c'est ce qu'on fait dans l'activité, c'est qu'on commence avec un dessin. Une fois qu'on a déterminé que, un bateau, c'est une chose qui flotte bien, on va dire aux enfants, on va passer des feuilles pour dire aux enfants, dessinez-moi un bateau. Ce qui n'est pas nécessairement facile pour tous les enfants, soit dit en passant. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir de la difficulté à dessiner un bateau. Alors là, on peut coopérer, on peut regarder ceux qui sont capables, qu'est-ce qu'ils font. On peut sortir des livres d'images, regarder des différentes sortes de bateaux. Et l'idée, c'est qu'on va commenter les bateaux. On va regarder c'est quoi les différentes parties du bateau et on va se poser la question suivante. Mettons qu'un bateau a une voile. Est-ce que tu penses que c'est la voile qui fait flotter le bateau? Si on enlève la voile, est-ce que le bateau il flotte encore? C'est comme ça qu'on va les amener à réfléchir à qu'est-ce qui est la partie la plus importante pour que le bateau il flotte. Puis évidemment, la conclusion, c'est la coque
du bateau. Puis là, on peut faire le parallèle avec toutes les sortes de bateaux, parce qu'il y a des canots qui n'ont pas de moteur, qui n'ont pas de voile, il y a des chaloupes, il y a toutes sortes d'embarcations qui n'ont pas toutes sortes de morceaux qu'on aurait été tenté de dessiner, mais qui flottent quand même parce qu'ils ont la partie essentielle qui est la coque. Fait qu'une fois qu'on a découvert ça, grâce à l'exercice des dessins, bien là, on peut se dire, ah ben c'est ça qu'on va faire avec la pâte à modeler, on va essayer de faire une coque de bateau. Ça, c'est encore une fois, la manipulation au préscolaire va être difficile. Le truc, c'est d'insister sur commencer par former la galette la plus grande, la plus mince possible. Ensuite, de donner la forme, remonter ça en forme de coque et de le tester. Les premières fois, c'est fort possible que ça va pas, la coque, elle va pas, ah non, elle va prendre l'eau va rentrer à l'intérieur, ça va couler au fond. Ben c'est pas grave. On a fait un premier essai, un premier prototype. On doit améliorer notre prototype. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Ben il faudrait que ça soit plus mince, plus grand, puis à un moment donné, ça va finir par flotter. Quand tous les enfants ont réussi à fabriquer une coque qui flotte, puis ils vont être très heureux d'avoir réussi ça, là, la petite activité extra, c'est qu'on peut tester les coques en mettant des objets à l'intérieur pour voir combien d'objets peuvent entrer jusqu'à temps que le bateau coule. On fait une espèce de petit concours amical à ce moment-là. Alors, on prend des billes ou peu importe, là, n'importe quel objet va faire l'affaire. Des sous, par exemple. Et puis, on s'amuse à voir là, quel objet, quelle coque est la meilleure. Puis, on peut à ce moment-là réfléchir, hein, pourquoi vous pensez que cette coque-là était meilleure? On regarde la forme, hein? Qu'est-ce que là de si efficace, là? Les bords sont très hauts, les parois sont très, très minces, la surface est très grande, on peut identifier qu'est-ce qui était l'avantage de cette coque-là. Évidemment, pour que le concours soit fair, là, il faut, juste, ouais. Il faut que toutes les boules de départ soient à peu près de la même taille, parce que sinon, il y a des gens qui sont un petit peu désavantagés. Et de la même couleur, peut-être, pour éviter les chicanes. Oui, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Petite note, idéalement, on ne prend pas la pâte à modeler Play-Doh ordinaire. Oui, effectivement. Elle devient plus molle quand on la met dans l'eau. Tout à fait. Il y a des pâtes à modeler qui se prêtent moins bien parce qu'elles vont tacher puis devenir plus molles. Ce qui est regrettable, c'est la difficulté, c'est que la pâte à modeler idéale, c'est celle qui est plus dure. Hein? Donc, vous savez, hein, on a besoin de la réchauffer, on a besoin de la travailler, puis à un moment donné, ça devient plus facile. Mais au début, les enfants vont se plaindre. Oh, c'est ça, c'est dur. Parce que la molle, c'est pas très bon pour mettre dans l'eau, effectivement. Fait que je pense que ça fait le tour de l'activité flotte-coule. Très bien, merci. Est-ce que, donc là, tu as déjà donné beaucoup de conseils pratiques là, par rapport à cette activité-là. Est-ce qu'en général, il y a des choses avec lesquelles les enfants préscolaires sont pas très bons ou des pièges à éviter dans la conception des activités? C'est sûr que le problème principal, je te dirais, là, c'est que à un âge donné, il y a beaucoup d'inégalités entre les enfants à l'intérieur du groupe. Fait que ça, c'est la grosse difficulté. Que ce soit au niveau de la motricité fine ou à un niveau plus conceptuel ou à tous les niveaux, au niveau de la discipline, la capacité de concentration, puis ainsi de suite. À tous les niveaux, le groupe va être en toute probabilité hétérogène. Fait que ça, c'est le gros défi. Parce qu'on peut, par exemple, c'est sûr que, je pense que des gens qui étudient en éducation à la petite enfance vont être plus informés que moi sur c'est quoi les capacités puis les limites motrices et ainsi de suite des petits enfants. Là. Mais bref, il y en a pas moins que même si on répond aux capacités de la moyenne, ben, il va y avoir toujours des cas difficiles, puis il va y en avoir aussi qui vont être plus avancés. Fait que là, c'est de s'adapter. C'est vraiment de s'adapter. C'est quelque chose qu'on peut essayer de prévoir d'avance quand on pense à l'activité. Ben, celui qui est super bon, qu'est-ce que je pourrais lui demander de plus? Puis celui qui va avoir de la difficulté à réaliser telle ou telle étape, comment je vais pouvoir l'aider? Je pense que ça, c'est une chose à prévoir parce que il va y avoir ces cas de figure-là qui vont apparaître. Donc, la question inverse, est-ce qu'ils ont des forces? Est-ce que parfois ils étonnent les enfants au préscolaire?
C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que je dirais que la force, en tout cas, en ce qui me concerne comme animateur scientifique, la force première, c'est l'enthousiasme. C'est vraiment le désir d'apprendre, puis la curiosité, puis l'enthousiasme. Ça, c'est définitivement la force première. C'est pour ça que je disais au départ que pourquoi faire de la science au primaire? Ben d'abord parce qu'ils aiment ça, là. Parce que c'est ça. Il y a vraiment une soif de découvrir. Et puis quand on arrive puis on dit on va faire de la science, ben tout le monde saute dans les airs, puis il y a des cris de joie. Fait que ça, je dirais que c'est leur... Quand la motivation est là, pour n'importe quel apprentissage, hein, quand il y a la motivation qui est là, on a déjà la moitié de l'apprentissage de fait. Okay. Puis, ben, en conclusion, j'ai une dernière question. C'est... des fois, les enseignants primaires ou les éducateurs peuvent avoir des réticences face à l'idée de faire des sciences parce que là, ils n'auront pas nécessairement dans leur groupe. Il y a des gens, des fois, qui disent, donc c'est ça, moi, je connais pas beaucoup la science, je suis pas très confortable avec ça, donc je sais pas si, comme en conclusion, tu aurais un message à passer aux gens qui, disons, seraient moins confortables avec l'idée de faire des sciences. Oui. Ben moi, il y a deux volets. Je vais répondre là, en deux parties. D'abord, il y a tout le côté logistique. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est important, je pense, de revenir là-dessus parce que je dirais qu'au préscolaire, c'est la crainte principale que moi j'ai ressentie des enseignants et des éducateurs qui est, ben oui, mais toi, tu es là pour m'aider, mais si je suis tout seul avec mon groupe, je ne serai jamais capable de faire ça. Et là, j'ai donné des pistes de solutions. Il y a toujours moyen de simplifier une activité, de la faire en démonstration et ainsi de suite. Il y a toujours moyen de s'arranger pour que ça soit possible de réaliser l'expérience. La question de la gestion de classe, elle est très, très importante, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Ça, c'est le premier élément. Au niveau du contenu de la science, ben, je pense que les gens qui disent « ben moi, je connais pas la science, puis moi, je suis pas à l'aise avec ça », ils ont tendance à se sous-estimer un petit peu. Parce qu'au fil des siècles, il y a beaucoup de sciences qui sont devenues juste la connaissance commune que tout le monde partage. Puis on a quand même affaire ici à du préscolaire. Fait qu'on s'entend que c'est très peu probable que vous soyez challengé là, par des questions pointues auxquelles vous ne serez pas capable de répondre. Mais non, les sujets scientifiques qu'on va aborder avec des enfants en bas âge, c'est des sujets qui sont tout simples en réalité. Puis même au primaire, hein, quand moi je travaille avec des professeurs au primaire également, et on a toujours la même réticence. « Ah, moi je suis pas à l'aise avec ça », mais quand on leur montre qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, on va travailler mélange et solution. Ben, on va prendre de l'eau, on va mettre du sel, puis on va voir que, ah tiens, le sel, il disparaît dans l'eau, il s'est dissous. Ah, mais c'est juste ça. Ben oui, c'est juste ça. Mais vous, comme adulte, vous savez que du sel, ça se dissout dans l'eau, mais ça, c'est une connaissance scientifique. Mais les enfants, eux, ne le savent pas. Donc, il ne faut pas se sous-estimer par rapport à nos propres connaissances scientifiques. Vous en avez plus que vous en pensez, que vous pensez. Mais j'ajouterais, donc c'est vrai que ça reste simple comme objet, comme contexte, comme phénomène. Même si jamais il y avait une question à laquelle on n'a pas la réponse, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'en ai dans mes cours de cégep aussi des étudiants qui me posent des questions des fois, je connais pas la réponse. Ben, je suis honnête avec eux, je leur dis, puis je vais la chercher. Oui, on va chercher la réponse. Puis ça, c'est fantastique, c'est le fun à faire en groupe. Puis c'est justement, ça en soi, c'est un apprentissage important par rapport à la science, mais aussi, comme je faisais le parallèle au début, là, sur comment c'est utile pour tout le monde dans la vie de tous les jours, cette idée toute simple que, ben, tu sais pas quelque chose, va t'informer. Oh mon Dieu, quelle idée géniale. Fait que juste de faire ça avec des enfants, de dire, ben non, je ne le sais pas, hein, je suis pas Dieu, là, je suis pas un génie, je suis juste un adulte, je suis juste un être humain normal, mais par contre, je sais que si je demande à la bonne personne, si je consulte le bon livre ou la bonne page web, je vais être capable d'aller trouver l'information. Ça, c'est un apprentissage important pour tous les êtres humains. Très bien. Ben, je te remercie, Sylvain, et
J'espère que vous avez aimé en classe.